Hey, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager des solutions pour venir à bout des petits irritants qui peuvent survenir durant les périodes d'atelier ou de sous-groupe en classe. Puis, c'est sûr, par exemple, que les solutions que je vais vous présenter pourraient aussi être utilisées en contexte général, donc pas obligées d'être absolument lors des périodes d'atelier ou de sous-groupe. Dans le fond, je vais vous partager celles que j'utilise le plus souvent, puis c'est surtout au niveau de la correction, au niveau des questions des élèves, au niveau des déplacements et de la gestion du bruit. Donc, on y va. La première chose, la correction. C'est sûr que moi, le but, c'est que je fasse le plus d'ateliers et ou sous-groupes pour répondre le mieux possible aux besoins de mes élèves. Donc, je ne veux pas alourdir ma tâche avec la correction. Donc, il ne faut pas tomber dans la correction absolue de tout ce qui se fait en atelier. Puis là, je vais vous présenter dans le fond différentes stratégies pour pouvoir réussir à alléger cette tâche-là. Avant de commencer, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on corrige. Donc, moi, mes ateliers, j'utilise surtout pour consolider des apprentissages. Ça veut dire que j'ai déjà vérifié par le passé où étaient rendus mes élèves au niveau dans une notion, dans une compétence. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller vérifier de façon systématique les acquis de mes élèves en atelier. Donc, il faut se rappeler que dans le fond, le but de la correction, c'est de vérifier les acquis des élèves. Donc, c'est pour cela que j'ai pas besoin de tout corriger en atelier, étant donné que je l'ai déjà fait. Première des choses, pas de correction. Donc, il y a certaines activités qui peuvent être mises en atelier, par exemple un mot caché, qui ne demande pas nécessairement de la correction. Ou si, par exemple, vous jouez à un jeu de société, parce que les jeux de société peuvent aussi être mis en atelier pour, par exemple, travailler les fonctions exécutives comme l'activation ou la planification, bien encore là, il n'y a pas besoin de correction. Donc ça, c'est gagnant. Ensuite, moi, je valorise beaucoup l'autocorrection. Donc, la plupart des ateliers ou des jeux que vous trouvez sur le web contiennent un corrigé. Donc, vous pouvez le mettre à la disposition des élèves. Puis, naturellement, au préalable, il faut enseigner aux élèves comment bien se corriger et honnêtement. Personnellement, moi, je suis toujours avec les plus vieux. Donc, si un élève, là, rendu après toute ma séquence d'enseignement, rendu en atelier, il décide de tricher et aller regarder le corrigé avant d'avoir terminé son travail, ben moi, je trouve que rendu là, il se punit lui-même. Tu sais, je suis rendue à la consolidation des apprentissages, je sais où sont les défis dans ma classe, donc je suis intervenue, j'ai soutenu les élèves en difficulté. Donc, s'il y a vraiment un élève rendu là, décide de tricher, je ne suis pas nécessairement mal à l'aise avec ça, tant pis pour lui. Moi, ça fait 8 ans que j'enseigne, puis des tricheurs, j'en ai eu juste quelques-uns. Ils voulaient surtout terminer plus vite l'atelier. C'était pas nécessairement parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, si jamais ce ou cette coquine-là, ce coquin ou cette coquine-là recommence, ben ça fait quand même que vous avez juste besoin de vérifier un élève et non 24. Les cartes à tâches. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez mon amour infini pour les cartes à tâches. Sont toujours ou presque accompagnés d'un corrigé. Donc, les élèves, c'est simple faire des cartes à tâches. On peut le faire de façon individuelle. Ça permet de réduire le bruit dans la classe. Et ils peuvent aussi s'auto-corriger. C'est sûr qu'en laissant les élèves se corriger sans intervenir, vous envoyez un message à vos grands ou vos petits selon que vous leur faites confiance. Donc, en ramassant tout de façon constante, en vérifiant et en corrigeant tout, vous envoyez un message indirectement comme quoi que vous pensez que vos élèves ne sont pas capables de le faire, ne sont pas capables d'être autonomes et que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Des élèves qui se sentent valorisés puis qui se sentent compétents ont beaucoup plus de chances de s'impliquer dans la tâche et donc de la faire correctement comme attendu selon les consignes de l'adulte. Donc, ça vaut la peine de faire confiance. Donc, il faut laisser la place aux enfants de nous prouver qu'ils sont capables. Ensuite, on peut aussi faire la correction par un pair. Donc, si le corrigé est disponible, comme des jeux ou des cartes à tâches, on peut demander à un membre de l'équipe d'atelier de corriger le travail d'un autre élève. Puis ça, souvent, ils prennent ça très au sérieux parce qu'ils trouvent que c'est une tâche qui fait comme prof. Donc, on sait que ça va être bien fait. Sinon, si vous avez des responsabilités dans votre classe hors atelier, là, vous pouvez aussi les utiliser. Donc, si dans vos responsabilités, vous avez un correcteur, vous pouvez l'utiliser. Ou vous pouvez nommer certains élèves qui, eux, vont corriger un atelier cette semaine-là. Ensuite, c'est sûr qu'après tout ça,
ça réduit quand même beaucoup la tâche de correction d'une série d'ateliers. Donc, vous pourriez choisir un atelier qui sera corrigé par vous si vous avez besoin de vérifier. J'enseigne très rarement de la nouvelle notion en atelier. Souvent, je le garde en sous-groupe, donc je n'ai pas besoin nécessairement de corriger, étant donné que les élèves sont avec moi. Si je décide, par exemple, de ramasser quelque chose, souvent, moi, c'est pour aller vérifier de façon aléatoire si le travail est bien fait par mes élèves. Donc, j'annonce au début de la série d'ateliers que je vais ramasser un atelier, mais je ne dis pas lequel. Comme ça, les élèves sont obligés de faire bien le travail, peu importe l'atelier, parce qu'ils ne savent pas lequel sera vérifié. Puis, si vous ramassez et vous vous rendez compte, par exemple, qu'un élève, c'est pas vraiment la qualité à laquelle vous attendiez, bien, vous pouvez toujours faire un retour avec lui sur l'enseignement préalable ou encore le tableau d'ancrage que vous aviez fait sur la qualité attendue du travail des élèves. Moi, quand je planifie ma série d'ateliers, je prends ça en compte. Donc, j'essaie toujours de prévoir qu'il y ait le moins d'ateliers possible qui demandent la correction de ma part. Puis, ça m'arrive souvent que j'en ai pas du tout à faire. Et ça, c'est très gagnant parce que je suis capable de me concentrer dans ce cas-là sur mon groupe de sous-groupe et non de m'ajouter de la tâche en plus dans ma tâche de semaine hebdomadaire. Donc, j'essaie toujours de penser à ça. Donc, si je vois que dans une série d'ateliers, il y a trop d'ateliers qui demandent la correction de ma part, j'aime mieux changer mes ateliers dans une série que de corriger beaucoup plus. Ensuite, au niveau de la gestion du bruit, donc en période d'atelier, souvent c'est un irritant qui revient souvent, c'est le niveau de bruit. Chaque enseignant a son niveau de bruit avec lequel il est le plus à l'aise. Okay? Mais reste quand même que même si on est à l'aise qu'il y ait du bruit, on ne veut pas non plus que ça soit complètement le désordre. Moi, j'utilise les rôles dans les équipes, donc j'ai des cartes de rôle que je vais mettre le lien dans la description, que chaque équipe, dans le fond, a un gardien du son. Puis, il doit s'assurer que le son reste adéquat s'il y a, travail d'équipe, pas seulement individuel, parce qu'individuel, ils n'ont pas à se parler. L'autre outil que j'utilise, c'est, attention mon anglais, Classroom Screen. Je vais mettre aussi le lien. C'est un outil génial qui est en ligne sur Internet. Donc, moi, je l'affiche sur mon TNI. Puis, ça permet de contrôler le niveau de bruit, ça permet d'afficher des consignes et ça permet aussi de mettre le chronomètre. Donc, c'est vraiment un tout-en-un qui est vraiment efficace. On peut changer la langue, on peut le mettre en français sans problème. Et je l'utilise tout le temps dans toutes mes périodes d'atelier. Ensuite, quand on est en atelier que l'enseignant peut circuler, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, quand l'enseignant est en sous-groupe et que là, les élèves ont des questions, c'est là que ça peut venir problématique. Pour éviter le plus possible, donc de réduire le nombre de questions, il faut mettre un système en place pour filtrer les questions qui peuvent survenir. Moi, en début d'année, j'enseigne à mes élèves les stratégies de dépannage. Donc, j'ai 3 étapes et je les enseigne en étapes, une par semaine. Donc, mes élèves, ils s'entraînent à devenir de plus en plus autonomes. Et dans le fond, ça commence toujours par lire les consignes, regarder ce qui se passe autour de moi. Ensuite, c'est demander à un voisin, demander à un ami, aller chercher des outils. Et la 3e étape, c'est se référer à un expert. Donc là, ça, c'est une autre liste à côté où j'ai mis différents domaines. Et les élèves sont allés s'inscrire selon leur domaine d'expertise. Et mes élèves ont le droit, quand ils ont traversé les 3 étapes de stratégie de dépannage, d'aller se référer à un expert. C'est sûr que ça ne répond pas à tous les problèmes, mais ça peut en régler quand même quelques-uns. Ensuite, dans une période d'atelier, quand on est pris avec un sous-groupe, on ne veut pas nécessairement que tous les élèves se promènent et qu'il y ait beaucoup de mouvements, parce que c'est dur à gérer. Donc encore là, il faut éviter les déplacements inutiles qui, eux, peuvent, dans le fond, en réduisant les déplacements inutiles, on réduit les distractions possibles, donc on a plus de chances que les élèves restent impliqués dans la tâche plus longtemps. La première chose que j'enseigne à mes élèves, c'est les signaux non-verbaux. Ce qui veut dire que, par exemple, moi, la seule possibilité que mes élèves viennent me voir en sous-groupe, donc s'ils ne sont pas assis avec moi, c'est pour une urgence, naturellement, ou pour aller aux toilettes. Et pour aller aux toilettes, mes élèves doivent simplement essayer d'attraper mon contact visuel et me faire signe vers la porte. Et moi, je fais juste acquiescer comme ça. Ce qui veut dire que je n'arrête pas mon enseignement de sous-groupe, je ne perds pas non plus le momentum avec mon groupe et je réponds quand même aux besoins de l'élève. Donc ça, vous pouvez enseigner différents signaux non-verbaux. Donc les élèves peuvent faire même des numéros avec leurs doigts pour, dans le fond, vous signifier qu'ils ont quelque chose à vous dire. Et de cette façon-là, vous pouvez filtrer sans même parler et sans perdre l'attention de vos élèves autour de vous. La dernière stratégie que je veux vous parler pour réduire dans le fond les distractions, c'est de penser au matériel d'avance.
tu sais, quand on dit aux élèves, OK, on s'installe, et là, les élèves ne font que retourner à leur bureau parce qu'ils ont oublié leur crayon, ils ont oublié leur efface, il faut aussi un cahier quadrillé, il faut une feuille mobile. Et là, ça fait plein d'allers-retours et ça fait que l'installation, elle est très longue. Ce que je fais, c'est que j'essaie le plus possible de prévoir d'avance ce que je vais avoir besoin pour chaque atelier. Je l'inscris sur un post-it que je colle sur le tiroir, puis je fais un rappel aux élèves où je mets en charge un élève de le rappeler à son équipe. Donc, les élèves... Je m'excuse, on a quelqu'un qui veut participer. Donc, les élèves peuvent, dans le fond, ils ont la chance de retourner comme une fois dans leur bureau pour pouvoir avoir le matériel qu'ils ont oublié ou qu'ils ont besoin. Une autre stratégie aussi, une autre solution que j'utilise, c'est le coin emprunt. Donc, dans ma classe, j'ai un petit panier dans un coin où j'ai des crayons de plus, des effaces, des règles, des surligneurs. Donc là, les élèves, si par exemple, il a oublié son crayon, puis que là, tous les ateliers ont débuté, parfois, ça se pourrait qu'il y ait même un atelier déjà installé sur son pupitre à lui parce que lui travaille ailleurs. Puis là, par exemple, il a besoin d'un surligneur ou d'une règle. Mais à la place d'aller chercher son matériel qui est dans son pupitre, l'élève peut aller dans le coin emprunt, prendre le matériel dont il a besoin pour la période d'atelier et le rapporter aux besoins. Donc ça, je trouve que même en contexte général, c'est quand même gagnant. Puis, ben, quelques crayons, quelques effaces, là, c'est pas ça qui coûte très, très cher. Donc, voilà pour les solutions pour les petits irritants. J'espère que ça vous a été utile. Puis, ben, je vous dis à la prochaine. Bye!